Bonjour à tous, alors on se retrouve avec Christophe, bonjour. Bonjour. Alors on va voir qu'il a un système d'exploitation qui a évolué avec le temps et dans lequel il a introduit pour diversifier sa rotation et entre autres remplacer un petit peu le colza, mis du maïs Sem-Expert Dry. Oui. Et on va essayer de comprendre un petit peu la démarche. Alors avant, est-ce que tu peux présenter un petit peu ton exploitation et où est-ce qu'on se situe déjà ici? Donc on se situe dans le sud de Seine-et-Marne, limitrophe des 3 départements, Aube, Yonne, Seine-et-Marne. Donc la particularité de l'exploitation, c'est que des céréales, sur 190 hectares, avec 3 types de sols. Le majoritaire, c'est des limons, limons profonds. L'autre type de sol, parce que la vallée de la Seine est très proche, à 10 km en vol d'oiseau, donc on a des sols sablo-limoneux. D'accord. Et le dernier type de sol, comme on est aussi limitrophe de Lyon, on a des argilo-calcaires typiques de Lyon. Donc avec une réserve utile beaucoup plus réduite. C'est plus séchant, il y a moins de profondeur. Voilà, moins de profondeur. Donc, okay. Et c'est sur ce type de sol où on faisait traditionnellement du colza. D'accord, et donc tu as modifié un peu ton système d'exploitation. Alors la particularité, c'est que du coup tu as des rotations différentes selon les types de terre, quoi. Voilà, sur le type de terre, limon profond, donc là, comme il y a du potentiel, on verra tout à l'heure, on a des variétés de maïs à plus fort potentiel. Donc là, c'est une rotation typique blé, donc maïs, blé, un deuxième blé, parce que le deuxième blé vont bien dans ce genre de sol, orge de printemps et févrole. D'accord. Et on recommence blé, maïs, etc. Alors que sur l'argilo-calcaire et les limons sableux, on est plutôt sur un historique de rotation sur 3 ans, blé, colza, orge de printemps. D'accord. Et c'est sur ce type de sol où je cherchais à allonger les rotations. Ok. Et tu es aussi parti en agriculture de conservation des sols, plutôt semi-direct. Donc quelle a été la démarche pour arriver à ce semi-direct et puis agriculture de conservation des sols alors? Quel a été l'objectif? L'objectif, c'était sur certaines parcelles à fort potentiel, donc le limon, j'avais une stagnation des rendements. Donc je me suis posé des questions, je me dis c'est pas normal, il doit y avoir un souci. Et j'ai commencé à faire des couverts en interculture longue, donc pour des cultures de printemps, mais bien aller au-delà de l'aspect réglementaire. Plutôt que faire une moutarde, dire on fait un couvert avec des févroles, facélie, radis, pour essayer d'avoir un couvert qui ait du sens agronomique. Et là je me suis aperçu au bout de 2 ans que certaines parcelles qui me posaient problème avec des rendements plafonnants, et qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc je me suis renseigné et j'ai commencé par faire des couverts. Aujourd'hui je suis à 100% couvert, même entre un blé sur blé. Ouais, donc entre un blé sur blé, tu mets une févrole, c'est ça? Févrole 100%, qui va donner, en fait, ça augmente aussi ma rotation, puisque j'incorpore une légumineuse pas en culture principale, parce que j'avais essayé de faire du pois aussi en remplacement du colza, mais aujourd'hui on n'a pas des résultats probants dans le secteur. C'est quoi? C'est un problème de rendement moyen? Rendement moyen qui n'est pas bon, on a du mal à faire plus de 50 quintaux l'hectare. Donc la rentabilité n'est pas là? Elle n'est pas là. Il faudrait au moins faire comme par le passé 60 quintaux. D'accord. Et ça t'a poussé aussi à dire je voudrais pouvoir diversifier ma rotation pour cette agriculture de conservation des sols, d'avoir un peu plus de culture que... Oui, parce qu'en fait, au fur et à mesure j'ai été voir d'autres agriculteurs qui étaient dans ce genre de système. En fait, c'était le leitmotiv d'avoir vraiment des rotations les plus longues possibles pour apporter des éléments, ressortir, faire une vie du sol. Tout autre, retrouver de la vie du sol. Là, j'ai des sols où, quand c'est frais, ça grouille de vers de terre. Donc c'est vraiment un plaisir. C'est aussi gérer les problématiques de désherbage, des fois de faire 2 successions de cultures de printemps. Ouais, donc rajouter une culture en plus, ça coupe un peu le cycle colza, blé, orge, où on a une problématique de vulpin et résistant. Là, on a des molécules différentes avec le maïs pour désherber. Pareil, les intercultures, on couvre tout le temps le sol, donc ça laisse moins la place aux herbes. Et je conçois vraiment mon couvert comme une culture principale, c'est-à-dire que si je vois que c'est sale, je désherbe. D'accord. Donc il y a un investissement qui est fait dans le couvert, au niveau du semis, au niveau du suivi, pour que ce soit une réussite. Une réussite. Si on veut que ça fonctionne, c'est un investissement. C'est un investissement. D'accord.
Et après, ce que tu retrouves derrière, c'est aussi un peu plus d'azote, un meilleur sol et une meilleure capacité du sol à retenir un peu l'eau. Et un meilleur enracinement de la plante. D'accord. Parce que comme le sol est bien fissuré par les fils verts de terre et tout, l'enracinement, il est beaucoup plus facile. Hein. La plante va chercher vraiment plus en profondeur. Et aussi, je commence à augmenter mon taux de matière organique, donc augmenter ma réserve utile, augmenter ma fertilité du sol. D'accord. Donc là, c'est vraiment un bénéfice qu'on peut avoir au bout de 3-4 ans. Ça se voit assez vite. Ça se voit assez vite. Un sol refonctionne rapidement. Après, il y a un autre bénéfice, c'est quelque part, on essaye de moins investir dans l'ensemble des cultures et de plus se réfléchir en fonction des types de sols. Tu m'as dit tout à l'heure, oui, j'avais un itinéraire un peu, j'allais dire modèle quand je faisais faire des prestations sur mon exploitation, mais j'ai voulu reprendre la main pour optimiser vraiment au maximum. Et quelque part, avec l'ACS, avec la conservation des sols, tu as cherché à optimiser ça et ça t'a permis de faire des économies aussi quelque part, quoi. Tout à fait, parce qu'en partant sur du semi-direct, on a des charges de mécanisation très inférieures parce qu'en fait, moi sur l'itinéraire, c'est quoi? C'est un déchômage au moment de l'implantation du couvert, donc c'est le seul travail du sol que je fais à ce moment-là. Ensuite, c'est un semis avec un semoir spécifique, de semis direct, c'est la récolte. Et puis la pulvée pour le désherbage et tout ça, mais en termes de travail du sol, on n'a plus de labour, on n'a plus de passage rotatif, plus de tassement pour casser les mottes, donc moi j'estime aujourd'hui sur mon exploitation, c'est pratiquement 150 € l'hectare que j'ai gagné en charge de structure. D'accord. Ton tracteur de tête, il fait beaucoup moins d'heures. Il fait beaucoup moins d'heures. Sur 190 hectares, il fait 500 heures. D'accord. Donc voilà. C'est plus assez presque. C'est plus assez. Pour rentabiliser, c'est plus assez. On change moins souvent. D'accord, tant mieux, ouais. C'est encore une autre économie, quoi. Et en fait, aujourd'hui dans le raisonnement aussi, c'est que comme j'ai des terres, des natures de terres différentes, en fait je dis voilà quel est mon potentiel et je vais caler mes interventions et mes intrants sur ce potentiel là, c'est à dire que je cherche pas, par exemple je prends le blé, à faire 100 quintaux partout. Parce que tu m'as expliqué ici dans la parcelle, avec la cartographie de rendement, tu es capable d'avoir 100 là-bas et 65 là. À l'autre bout, voilà. Donc il y a des gros écarts. Donc justement, j'essaie de caler mon itinéraire et mon investissement en intrants sur le vrai potentiel de la parcelle. Et comme ça, je dis voilà, on verra sur le maïs, c'est le raisonnement il est le même. Dire si je peux faire que 80 quintaux en maïs, je vais me caler sur 80 quintaux, je vais mettre en azote, je vais mettre que 120 unités, alors que si je suis dans d'autres potentiels à 120 ou 140 quintaux, je mettrais peut-être 180 unités d'azote. Vraiment, j'optimise mon itinéraire, que ce soit en termes d'intervention, d'intrants ou même de semences, de densité. Une densité de maïs sur un potentiel comme on est ici à 80, je ne vais pas avoir la même densité que dans une parcelle où je peux facilement atteindre 110 quintaux. D'accord. Donc il y a eu une adaptation un petit peu. Alors tu m'as dit que c'était la deuxième année où tu essayais le maïs M-Expert Dry. Oui. Comment t'en es venu à essayer ce maïs-là? Pourquoi? En fait, j'ai refait du maïs il y a 5 ans. Et au départ, c'était vraiment pour remplacer le colza dans mes meilleures terres. D'accord. Donc là, j'étais sur des indices de 300-330 au niveau maïs. Et je voyais qu'il y avait une dynamique intéressante et je rapportais de la fertilité, de l'humus à mon sol. Et dans les meilleures parcelles, je voyais que j'avais moins de limaces. Alors que quand je faisais du colza, la culture d'après, le blé, j'étais infesté de limaces. Problématique du colza comme partout, beaucoup d'insecticides et puis on a du mal à le maîtriser maintenant, quoi. On a du mal à maîtriser, puis en mettant beaucoup d'insecticides, on tue aussi la faune. On ne tue pas que les mauvais, on tue aussi les auxiliaires, les bons auxiliaires. Donc, et là j'ai commencé à avoir quelque chose d'intéressant avec des variétés pionnières qui étaient vraiment très rustiques, avec de bons indices. Et donc je me suis dit, pourquoi pas essayer dans les terres où on m'aurait traité de fou si je faisais du maïs par rapport à la réserve utile. C'est pas historiquement, ce n'est pas des parcelles destinées au maïs. Et alors on t'a traité de fou alors ou pas pour finir? Je sais pas, je n'ai pas posé la question. Mais tu continues, c'est qu'a priori il y a un intérêt. Et donc comment je suis venu à cette variété, ce M-Expert Dry, c'est en envoyant un article dans la presse sur un agriculteur du sud-ouest qui avait fait cette variété-là, et il a tiré de bonnes conclusions, parce que déjà, il récolte de bonne heure,
Oui. Et à une humidité autour de 20. Donc on gagne en séchage. On libère rapidement la parcelle pour faire le blé qui suit. On n'est pas obligé d'attendre fin octobre, début novembre pour semer. Donc des conditions qui sont plus sèches et plus favorables. Ils pouvaient le récolter vraiment pratiquement avec un cueilleur à tournesol aussi, dans certains cas. Si c'était assez sec. C'est assez sec. Et donc, il y voyait beaucoup d'avantages. Et en termes de marge, il arrivait à sortir une marge très très intéressante. D'accord. Donc je me suis dit, ça vaut peut-être le coup d'essayer sur mes terres justement argilo-calcaires. Donc c'est pour ça que j'ai contacté il y a 2 ans Pionnier, donc Benoît ici présent, et pour voir en termes d'itinéraire quels conseils il pouvait me donner et mettre en place des micro-essais sur ma parcelle pour voir vraiment le comportement de cette variété Sem Expert Braille par rapport aux autres. D'accord. Donc là, c'était vraiment une démarche intéressante de conseils et de faire un référentiel en fait, dire voilà, est-ce que ça a du sens de remplacer du colza dans ces terres argilo-calcaires. Ok. Quel est le matériel que tu utilises pour semer ce maïs-là? Parce que tu as fait un choix aussi particulier si on veut, c'est de semer à 50 cm d'écartement. Alors pourquoi 50 cm? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est au départ, le maïs, il laisse un interrang important, donc de la luminosité pour les mauvaises herbes. Donc salissement. Salissement. D'accord. Alors même si on a des désherbants de prélevés performants, on ne sait jamais si on a un petit raté parce qu'il faisait trop sec, on l'a incorporé. Comme c'est du racinaire, s'il fait trop sec, ça ne fonctionne pas bien. Et bien là, le maïs, il va couvrir l'interrang rapidement. D'accord. Donc on aura moins de salissement. Pour la réserve utile, on a une meilleure répartition dans l'espace des pieds de maïs. Donc on exploite mieux à la fois la réserve utile et les éléments nutritifs du sol. Ensuite, la troisième raison, c'est pour la récolte. En fait, le fait qu'il soit mieux réparti dans l'espace, il va sécher plus rapidement que des pieds de maïs qui sont les uns sur les autres plus serrés dans le rang. Donc, j'avais visité justement un agriculteur dans la région de Lyon qui avait fait ça sur du maïs semence, et comparé à un maïs non irrigué, il avait pratiquement les mêmes performances. Maïs irrigué, pardon. D'accord. Donc parce que justement on exploite mieux la surface, et meilleure photosynthèse, meilleur comportement. D'accord. Donc là on a un semoir qui est un 50, donc on l'a à plusieurs. Ce semoir en fait, pourquoi 50? Parce qu'il y avait il sème des betteraves à 50. Donc un autre objectif de semer tout dans 50, on sème le colza à 50. On sème le tournesol à 50 et le maïs à 50. Donc on a un appareil qui est adapté, qu'on amortit sur plus d'hectares. C'est bon. Là, moi, je fais actuellement 40 hectares de maïs. Avoir un semoir en propre pour 40 hectares, c'est pas viable. C'est pas viable parce qu'en fait, c'est un semoir spécifique. Donc on a un Kuhn Maxima 3. C'est vraiment un semoir qui est fait pour le semi-direct pratiquement. Donc on peut mettre une force importante sur chaque élément de manière individuelle. Devant, on a des chasse-débris. Comme je suis en agriculture conservation, en fait, il y a toujours des résidus, on le voit au sol, des résidus de paille de manière assez importante. Et le couvert, on l'a détruit au 15 mars cette année. Donc même si on passe un petit coup de disque pour réchauffer le sol sur les 3-4 premiers centimètres, pour la profondeur de semis, on a des résidus. Donc là, on a des chasse-débris qui vont nous préparer vraiment un sol nickel, semoir à disque, pas à soc, pour vraiment mettre toute la pression et toujours un terrage uniforme, avec une petite roulette pour appuyer la graine, et derrière, classiquement, les roues plombeuses pour refermer le rang. Okay. Donc c'est un semoir qui est assez coûteux, mais s'il faut vraiment investir, si on est en agriculture de conservation, il faut vraiment le bon matériel pour faire ce genre de choses. Parce que sinon, si on a un semoir type planteur, où là c'est juste un élément qui se pose sur le sol et qui est traîné, il va pianoter. On n'aura pas une régularité de profondeur suffisante et donc des risques de problèmes de levée. D'accord. Alors que là, la levée, comme on peut le voir, là, dans ce champ-là, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Ouais, on voit c'est bien homogène, c'est propre et il est pas mal avancé aussi pour la date. Quoi. Et ce semoir-là, en plus, il est équipé d'engrais localisés. D'accord. Parce que je mets tout l'engrais de fond, il est mis en localisé et on rajoute un peu d'azote, donc c'est du 1846. Pour vraiment booster le maïs au départ,
pour éviter le patinage, et notamment sur le risque du maïs, c'est que si, comme on sème début avril, c'est qu'il y a une période de froid où il patine un peu au démarrage, après la levée. Et donc s'il patine, il va se faire un peu boulotter au corbeau, enfin, on peut avoir ce genre de risque. Donc là, le fait de le booster, c'est qu'il ait une poussée continue, et qu'on arrive aussi à floraison avant le 14 juillet aussi. D'accord. Hein, là, on le voit là, dans la variété SEM Expert Dry, on voit déjà les panicules qui apparaissent. Donc ça veut dire d'ici une semaine, il est en pleine floraison. Et comme on peut le voir aujourd'hui, l'avantage d'une floraison début juillet, c'est qu'on a une plus faible probabilité d'avoir des gros coups de chaleur. Et on sait que le maïs, la floraison, son principal risque, c'est d'avoir des fortes chaleurs qui font avorter les panicules. Ouais, donc quelque part, plus on est précoce, plus on arrivera à limiter le risque dans ces cas-là. Voilà. Le potentiel, il sera toujours là. Ok. Ok, donc pour toi c'est une avancée, ça t'a permis d'allonger ta rotation, d'essayer de faire des économies globalement parce que tu investis ce qu'il faut comme il faut, quoi. Et puis tu as été accompagné aussi par Pionnier par rapport à pour la mise en place. Quoi. Voilà. Et tu fais des essais avec eux, hein, si je me trompe pas. Voilà, en plus on a poussé la démarche à faire des essais, justement de positionner des variétés différentes sur le même type de sol pour voir comment elles répondent. Donc on fait des pesées à la récolte, pour voir vraiment, on fait des essais in situ, et ça m'intéressait vraiment, parce que là c'est vraiment mes essais sur mes parcelles avec mon itinéraire, et donc là c'est pas comme des essais type Arvalis ou autre, ou Négoce, où là on sait pas trop ce qui a été fait, comment ça a été fait et le type de sol. Mais là tu es vraiment chez toi et c'est intéressant, quoi. Et c'est intéressant, et l'année dernière on a tiré de bons, justement, pourquoi je continue à faire du SEM Expert Dry, parce que dans les essais l'année dernière, même si c'était une année atypique avec une forte période de sécheresse en juillet-août, on a vu quand même qu'il avait un comportement très intéressant par rapport aux autres. Il est arrivé même en tête des essais. Donc là on s'est dit, oui, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Faut creuser. Et donc cette année on a reproduit encore des essais ensemble pour justement essayer constamment de caler des variétés, de tester des nouvelles variétés, parce qu'il ne faut pas non plus s'endormir sur une variété, et puis voir. Et puis cette année, justement, en plus de l'essai variétal, j'ai fait un essai de 3 apports différents d'engrais, pour justement essayer de corriger un peu ce pédalage après la levée. D'accord, pour essayer de démarrer plus fort et puis de gagner un peu en maturité. Et c'est pareil aussi, moi je cherche dans le maïs à ce que mes terres se libèrent de bonheur, pour 2 raisons. C'est que si on est sur du fin septembre, début octobre, on a de la pluviométrie, mais les sols sont encore assez sains, on ne matraque pas à la récolte. Si on récolte fin octobre, début novembre, souvent c'est humide, donc on va matraquer le sol, et moi le sol c'est la clé de voûte dans l'agriculture de conservation. En agriculture de conservation des sols, c'est le conserver, donc c'est le sol qui est premier, quoi, avant la culture. Voilà, si moi la récolte là cet été, s'il pleut, les bennes ils vont pas dans le champ, quoi, ils restent sur le chemin. D'accord. On est vraiment axé, faut pas détériorer la structure du sol. Donc c'est important aussi de pouvoir récolter tôt, quoi. Récolter tôt, et derrière on peut intervenir rapidement pour le blé. Donc on sème en direct, on fait rien. On sème vraiment dans ce qui est, il y a un broyeur sous la coupe, et on sème derrière avec les hydriles de chez Sky. Donc voilà. Ok. Alors on va essayer de voir peut-être un peu plus en technique. Justement, on a Benoît qui est avec nous, qui t'aide à t'accompagner pour ceux qui seraient intéressés d'en découvrir un peu plus sur l'aspect technique et puis le suivi et le partenariat que tu as fait avec eux et les essais que tu as mis en place. Voilà, en tout cas, merci d'avoir présenté un petit peu ce type d'exploitation et puis cette évolution dans ta structure. Alors tu m'as dit aussi que peut-être un jour, pourquoi pas, tu pourrais encore évoluer dans ton fonctionnement parce qu'il faut toujours avancer en agriculture. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, je suis en agriculture de conservation, mais je vois qu'il y a encore plein de choses à faire. Il n'y a pas que des réussites, faut pas le croire. Cette année par exemple, les orges de printemps, c'est un peu foiré, parce que c'est une culture qui sème tôt et le semi-direct n'est pas trop adapté à un semi-précoce de février. Donc c'est trop froid et on ne réchauffe pas le sol, donc on évolue. Et puis demain, pour le bio, je n'exclus pas. Pour l'instant, je ne le fais pas, parce que pour moi, c'est la problématique des herbages et du travail du sol. Je ne veux pas trop travailler du sol, alors qu'en agriculture biologique, en grande culture, je parle, il faut beaucoup travailler le sol par rapport au désherbage.
Donc, mais pourquoi pas? Demain, on ne sait pas de quoi il sera fait. Je ne reste pas focalisé sur une technique. En tout cas, ça te permet d'apprendre aussi un petit peu, de mieux connaître tes sols et puis d'avancer tout doucement, quoi. Et moi, la première chose que je fais, c'est d'aller voir mes parcelles. C'est le principal outil, c'est la bêche. D'accord, on est d'accord là-dessus. Ok, bah merci beaucoup pour cette présentation. Donc on se retrouve à Troyes avec Benoît pour discuter justement de cette technique et puis de l'utilisation du CM Expert Dry dans ton exploitation, mais aussi comment c'est suivi et comment tu es accompagné à ce niveau-là pour en savoir un petit peu plus. Donc si vous êtes intéressé, vous cliquez sur le lien qui apparaît juste ici après. Et puis en tout cas, bah, merci pour cette visite. Et puis bah, nous, on se retrouve pour d'autres vidéos sur l'agriculture parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, merci.